Bonjour les amis, aujourd'hui je traite du sujet du bon sauvage et je fais une réponse à Pacôme Thielman qui est notre exégèse préféré hein, sur Blas. Donc j'écoutais notre camarade à la belle barbe marxiste, Pacôme, sur la Révolution française, un de ces épisodes qui est loin de me déplaire car il y réhabilite Robespierre. Vous savez que j'ai souvent évoqué Robespierre dans de nombreuses de mes vidéos. Tout d'un coup, Paco m'interpelle lorsque subitement il devient rouge, ses yeux brillants de folie lorsqu'il l'évoque le bon sauvage, le mythe du bon sauvage, les Gaulois d'Amérique. Alors, c'est à cet instant que je comprends qu'en fait, nous avons affaire à un membre de la secte des Cousins, du nom de Francis Cousin, ce philosophe qui, justement, a comme paradigme les Hurons. Vous savez, les Hurons, c'est cette société d'Amérique du Nord qui avait une société assez démocratique, qui n'avait pas d'argent, qui vivait dans une sorte de communisme un peu idéal, ou surtout idéalisé par ces gens. Francis Cousin, une sorte d'anarchiste communiste qui parle beaucoup d'Amérique du Nord, de ses Indiens. Voilà un de ses livres, par exemple. Je fais un peu de publicité. Voyage au bout de la fin du Capital. C'est intéressant. Je vous invite à lire ses livres, ou à l'écouter. Hein. D'ailleurs, il a un débit assez puissant. Toujours est-il que, en fait, entre guillemets, nos amis, nos camarades qui vénèrent ces Hurons parce que ça serait la société idéale, bien sûr, et c'est les méchants blancs arrivant en Amérique, les esclavagistes, et notamment les Français au Canada, les catholiques français au Canada, qui ont détruit ces sociétés idéales, parce que avant l'arrivée des Blancs, bien sûr, il n'y avait pas de guerre, ils s'aimaient, il n'y avait pas de conflit, bien évidemment. Bon, tout ça, c'est faux, on va en faire un peu le tour avec un petit peu d'anthropologie de science. Mais voilà, et là je vous présente donc un sketch derrière moi, c'est une parodie de Netflix avec Chaka Zulu en blanc, et à ma gauche ici, enfin, ou plutôt, oui, à ma gauche, alors je vous présente le grand chef des Hurons. Et oui, vous voyez, on dirait la parodie. C'est quand même assez drôle et à marquer. Et effectivement, moi, quand je suis allé au Canada il y a très très longtemps, je suis allé voir la réserve des Hurons. Et en fait, c'était des blonds aux yeux bleus. Voilà. Les méchants catholiques français se sont métissés. Ils n'ont pas créé une société racialisée comme leurs collègues d'Amérique, les Hollandais et les Anglais ont créé des sociétés séparées, raciales, et voilà. Donc au Canada, en réalité, il n'y a plus vraiment d'Indiens de souche. Bon, en réalité, c'est un vrai problème, parce que si vous prenez l'exemple d'une autre population indigène, d'autres peuples premiers, comme il faut dire, des autochtones, je vais vous parler un petit peu des Séminoles. Et les Séminoles, pardon, c'est pas ça, les Séminoles, si vous voulez, c'est ces Indiens, ces Amérindiens, ce peuple premier de Floride, qui possède entre autres le Hard Rock Café et qui gère une somme d'argent assez phénoménale. Et là, derrière moi, je vous présente le grand chef, le chairman. Bon, eh bien, vous voyez, aux États-Unis, en Floride, ils se sont moins métissés. Hein. Lui, on a là pas trop de doute sur le fait qu'il soit peuple premier amérindien. Alors les Séminoles, tout comme les Hurons d'ailleurs, mais plus modeste les Hurons, on en parlera après. Mais les Séminoles, donc, ils gèrent un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars, 2,5, 3 milliards de dollars. Et vous savez que pour être membre de la tribu et bénéficier de beaucoup d'avantages. Il y avait encore, il n'y a pas si longtemps, je pense que c'est arrêté aujourd'hui, il y avait un revenu universel pour chaque membre de la tribu. Eh bien, il faut
au moins un quart de sang séminal, c'est-à-dire 25%. Alors pour ce faire, il faut faire des tests, on peut faire des tests ADN, ou alors être reconnu par les membres de la tribu, etc. Et donc, il y a beaucoup de Blancs qui essayent d'épouser des Indiennes séminoles pour pouvoir bénéficier de cette rente, de ces 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Bon, voilà, ça c'est les Séminoles. On va revenir à nos Hurons blancs, hein, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc là, vous voyez ce grand chef qui est au milieu. Alors, les Hurons, tribus plus modestes, hein, n'ont pas de casino, etc. Mais tout de même, ils ont obtenu des dédommagements de la part des États-Unis de hauteur de quelques 5 millions et 0,5 de dollars en 85. Ils ont reçu 145 millions de dollars en 2024, donc il n'y a pas très longtemps, par le gouvernement du Canada, parce qu'on les a maltraités, bien évidemment. Vous voyez la tête du grand chef, il a été maltraité, ça se voit. Et ils gèrent des musées, au-delà de la réserve, ils ont des musées, ils ont comment dire, des hôtels, des centres, etc. Et ils sont à peu près 5000 membres de cette tribu. Alors eux ne font pas de test ADN, vous comprendrez pourquoi, parce qu'en fait, je pense qu'ils n'en trouveraient même pas 5% de 100 Hurons. Alors moi, pour la petite anecdote, hein, je me permets un peu de se moquer d'eux, parce que ma famille écossaise, irlandaise, aurait un de mes arrière-oncles aurait épousé une femme du peuple premier des Micmacs en Nouvelle-Écosse et aurait eu des enfants et serait revenu en Écosse. Voilà, ça c'est la rumeur dans la famille. Toujours est-il que, si vous voulez, ces 5000 membres gèrent une petite rente, tout de même eux aussi, donc c'est plus modeste, mais il y a quand même à peu près, on va dire, avec les infrastructures, etc., ils ont, on va parler de quelques millions de dollars par an, hein, bon, pour ceux qui gèrent tous ces centres, ces hôtels, des hôtels de 5000, pas 5000, pardon, 5000 c'est le nombre de la tribu, mais bon, des hôtels assez grands, etc., etc., des musées, et ainsi de suite. Et donc c'est à ces gens que notre ami Pacôme, à la belle barre marxiste, se réfère en expliquant qu'en fait, ce sont des peuples communistes, ce sont des peuples qui vivaient en harmonie avant notre arrivée, avant l'arrivée des ancêtres du grand chef, hein, qui auraient détruit cette société idéale pour en créer en quelque part une société capitaliste et détruire la façon dont ils vivaient. Et là, vous voyez, ici au-dessus de moi, là, vous avez une femme au Cambodge, une jeune femme au Cambodge de l'ethnie Krung, et croyez-moi, elle aimerait bien être dans la situation des Hurons d'aujourd'hui, hein, parce que eux, c'est des vrais peuples minoritaires au Cambodge, ils sont pas maltraités, mais dans des pays relativement pauvres, ils sont encore plus pauvres que les pauvres. Et croyez-moi, ils sont très contents d'avoir de la médecine occidentale, des aides, etc., etc. D'accord? Même si eux aussi auraient vécu dans un paradis terrestre. Et d'ailleurs, c'est là où Pol Pot, notre ami Pol Pot, quand il s'est réfugié durant la guerre civile, a pris exemple, entre autres, sur les Krung et d'autres tribus qui vivaient d'une manière un peu collective dans un communisme clanique. Vous savez, en petite quantité, nous sommes tous communistes. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand vous mangez à table avec vos enfants, vos parents, vos oncles et sœurs, on partage équitablement. Il n'y en a pas un qui va manger plus que l'autre. Alors, ça peut arriver, mais on est tous communistes à petite échelle. Le communisme fonctionne dans un petit espace, dans la petite échelle, dans une petite communauté. Et avec la complexification des sociétés, eh bien, ce n'est plus gérable. C'est tout. Mais bon, alors, voilà un petit peu pour, si vous voulez, pour débuter cette vidéo, cette mise en bouche. Et maintenant, on va parler un peu plus sérieusement de cette vidéo. Donc là, je rentre dans l'introduction.
Donc, dans cette introduction, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, comme on dit, et voilà, je vous présente donc la personne à laquelle se réfère Pacôme pour dire, affirmer, donc c'est Monsieur Georges Sioui, je prononce peut-être mal, qui est donc un Huron. Comme vous le remarquez également, c'est un blond aux yeux bleus au passage, mais c'est pas très grave, il doit maintenir les traditions, etc. Alors, ce monsieur est un intellectuel qui a écrit de nombreux livres, et c'est lui qui se réfère à un livre dont parle également notre camarade marxiste à la belle barbe dans cet épisode, qu'une fois de plus, j'apprécie, hein, son travail est tout à fait, comment dire, professionnel, et il a des sources, etc. Alors, bien évidemment, c'est un peu biaisé, forcément, puisqu'il nous vend quand même sa version de l'histoire, mais au moins, il le dit, hein, il s'en cache pas. Alors ce Georges Sioui nous dit quoi? Il nous explique qu'en fait, il se réfère à un livre, le livre du baron Laonton, qui est un explorateur à l'époque du Canada français, qui rencontre les Hurons et qui va vivre avec eux de nombreuses années. Et il écrit un livre qui est, alors je dois mettre dans le contexte, qui est reconnu par l'état de l'art, par les archéologues, les historiens, etc., comme étant une œuvre un peu de fiction. Il utilise le bon sauvage en réalité pour critiquer la société française. C'est un exercice de style assez courant. Mais Georges Sioui affirme le contraire. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'il dit. Je cite donc le texte. C'est ce que c'est ce que ce baron français, que des rêveurs de fortune conduisait en Amérique, passera, comme il le dit lui-même, les plus beaux jours de sa vie avec les sauvages d'Amérique. Son livre, dialogue curieux entre l'auteur et un sauvage, de bon sens, qui a voyagé, a été publié au début du XVIIIe siècle, puis réédité une dizaine de fois et traduit en anglais, en flamand, en allemand, etc. Laonton, il donne la parole à Adario, un Wenda Huron, donc de sa tribu, que celui-ci identifie comme un philosophe. Or, c'est à travers l'interprétation de Laonton qu'en fait que le philosophe va influencer Rousseau, Voltaire, Chateaubriand, etc., etc. Donc en fait, ce philosophe Huron est à l'origine des Lumières. D'accord. Dans ma tradition, donc il parle de sa tribu, hein, ici, Georges Sioui. Dans ma tradition, Laonton, mais aussi d'autres penseurs de sa trempe, nous ont beaucoup marqué. Je me souviens que chez mes parents, nous avions un vieux volume des écrits du baron. Je n'ai jamais su comment ce volume avait traversé le temps et s'était conservé. On le citait parfois en disant combien de gens comme lui avaient compris la réalité de leur temps. Plus tard, je me suis aperçu que Laonton était souvent considéré comme un auteur ayant utilisé les Amérindiens pour parler de sa propre société française. Ça, c'est l'état de l'art actuel, hein, et surtout la critiquer. On en venait même à affirmer que ses écrits ne correspondaient pas, enfin, en aucune façon au discours que les vrais Amérindiens auraient pu tenir sur leur propre société ou sur la société des Européens. Mon réflexe, en tant qu'Amérindien, fut de réhabiliter Laonton, car en l'absence de sources qui viennent enrichir notre auto-perception, des écrits comme les siens deviennent très importants. Donc voilà, en fait, en gros, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'en réalité, c'est un peu comme une Bible, ce livre, et qui est, en fait, ce n'est pas une fiction, comme les historiens ont tendance à le penser. D'après lui, ça serait tout à fait réel, et en réalité, donc, les Hurons vivaient réellement dans un communisme idéal, etc., etc. Alors maintenant, je vais vous citer quand même une autre source qui est de canada.ca, ministère de la Défense nationale, service des histoires militaires, histoire patrimoine, ouvrages grand public, etc., etc. Je vous mettrai le lien en descriptif. Qu'est-ce qu'ils disent? Que dit le gouvernement du Canada à ce sujet? Il faut détruire le mythe selon lequel les autochtones vivaient en parfaite harmonie avant l'arrivée des Européens. En effet, la guerre occupe une place centrale dans la culture et le mode de vie de nombreuses Premières Nations. Les guerres ont une réalité permanente partout, même si selon Tom Holm, qui est un chercheur, leur intensité, leur fréquence et leur caractère décisif sont variables.
Alors là, je fais une parenthèse. Effectivement, avant l'arrivée des Européens, ils n'avaient pas de poudre, ils n'avaient pas de fusils, et cetera. Donc les guerres étaient peut-être un peu moins destructrices. Les causes sont complexes et des guerres, hein, les causes sont complexes et souvent interreliées, issues de motivations et de besoins individuels et collectifs. Au niveau personnel, les jeunes hommes ont souvent de puissants mobiles pour prendre part à des opérations militaires, car les actes de bravoure ont une source de grand prestige dans la plupart des cultures autochtones. Alors voilà, donc vous comprenez qu'en fait, ça, c'est encore un des fantasmes de la secte des cousins ou de Pacôme, etc. C'est-à-dire de vouloir idéaliser une société, entre guillemets, dite primitive, dite d'un communisme idéal, qui serait vraiment, avant l'arrivée des Blancs, les gens vivaient bien, étaient heureux, etc. Alors, si les Blancs étaient si méchants, pourquoi est-ce que les Hurons se sont métissés à un tel niveau? Je pense pas qu'on les a violés tous, je pense pas qu'on les a maltraités à ce point-là pour que le grand chef des Hurons ressemble à un Nord-Américain blanc. Je pense qu'il y a eu beaucoup de Hurons très, très heureux de rencontrer la religion catholique, de se marier avec des Blancs, etc., et que ça leur allait très bien. Un des autres arguments de notre ami Pacôme, c'est qu'en fait, Monsieur Georges Sioui dit enfin, c'est extrait du livre, c'est qu'en fait, lors de cet échange, etc., notre ami du peuple premier n'est pas du tout intéressé par la religion catholique. Mais ça, c'est très étrange, parce que si vous voulez, ça tient pas la route d'un point de vue anthropologique, parce qu'en fait, les Indiens étaient ouverts. D'ailleurs, les Indiens d'Amérique, d'Inde, les Asiatiques, sont tous plus ou moins ouverts à toutes les religions, parce que eux n'ont pas une religion dogmatique, n'ont pas une religion totalitaire telle que sont les religions adamiques, où il y a un seul Dieu, etc., etc. Pas du tout, ils sont ouverts à tous les dieux. D'autant plus que chez les Amérindiens, il y a également un Dieu créateur unique, comme chez les hindous d'ailleurs. Chez les hindous, il y a un Dieu créateur. Donc ils sont tout à fait ouverts à avoir d'autres dieux et à partager. Donc ça tient pas tellement la route d'un point de vue, si vous voulez, un petit peu anthropologique. Maintenant, après, Pacôme utilise ce bon sauvage pour faire un parallèle avec les Celtes, les Gaulois versus les Romains et versus les Francs. Donc Rome, c'est l'Empire, bien évidemment, donc c'est, entre guillemets, les méchants, bon ça, pourquoi pas, oui, toute société complexe, etc., devient tyrannique souvent, et pour Pacôme, que ce soit les Hurons ou les Gaulois, c'était les bons sauvages qui vivaient dans un communisme idéal, où il y avait peut-être pas d'argent, pas d'échange, bon, pour les Celtes c'est totalement faux, mais c'est pas du tout vrai. Il y avait des guerres chez les Amérindiens, on le sait, c'est prouvé d'une manière archéologique, scientifique, il n'y a aucun doute là-dessus. Je le redis, peut-être que les guerres étaient moins destructrices, parce qu'ils n'avaient pas les armes de destruction à poudre, etc. Mais chez les Celtes, chez les Gaulois, monsieur Pacôme, Tilman, vous avez juste oublié de parler, par exemple, de la bataille de la Tolence, la première bataille connue sur le sol européen. Alors la première historique, hein, sur le sol européen, une bataille entre Celtes, entre ces gentils Gaulois, pas de Romains, pas d'Empire, d'accord? Donc cette bataille, si vous voulez, qui a lieu à peu près pendant l'effondrement de l'âge du bronze, l'effondrement qui s'est produit dans le Proche-Orient, qui a bouleversé toutes les civilisations et cultures aux alentours. Alors selon une étude génétique récente sur cette bataille, parce qu'avant on pensait que c'était des peuples lointains qui se seraient mis en guerre, mais pas du tout. Suivant une étude génétique, on sait aujourd'hui qu'en fait c'était des populations proches et homogènes, qui vivaient sans doute pas très loin l'une de l'autre. Il y a à peu près 4000 guerriers qui se sont affrontés. Il y a eu plus de 750 morts, c'est-à-dire en fait c'est une bataille quand même extrêmement sauvage, extrêmement violente, d'accord ? Je vais vous montrer ici un crâne voilà, un crâne avec une pointe de flèche. Donc en fait, il y a eu, sur ces presque 750 morts, et on ne sait pas combien de blessés, hein, c'était une bataille violente, c'était
des Celtes, donc ces fameux gentils Gaulois, hein, ces Gaulois d'Amérique, comme veut nous faire un peu avaler la pilule, entre guillemets, du communisme primitif idéal. Non, non, les Celtes se faisaient la guerre entre eux de manière violente. Et maintenant, c'est sans parler de la culture de Hallstatt. Il y avait une élite, il y avait une aristocratie chez les Celtes, pas comme, c'était pas du tout des peuples purement communistes et idéal. Non, non. Il y avait une aristocratie, justement, d'ailleurs, qui s'est effondrée avec l'effondrement de l'âge du bronze, parce que cette élite celte s'est créée avec les routes du cuivre, de l'étain et de l'ambre. Pour faire, enfin, l'âge du bronze, pour faire le bronze, il faut de l'étain qui venait souvent d'Angleterre, d'Écosse, etc., et qui passait par des routes, des sortes de routes du cuivre qui était contrôlée par ces familles puissantes. Et la culture de Hallstatt, c'est l'Allemagne, c'est en Allemagne centrale, Allemagne-France, c'est les tumulus qu'on découvre, et avec des princes, et qui sont génétiquement proches. D'ailleurs, en fait, donc l'oligarchie cooptait le pouvoir et se transmettait de proche en proche. Ça, c'est des études génétiques sur les tombes, et on sait que c'était des gens extrêmement riches. Ces tombes sont fournies en or, il y a des chars, des armes fantastiques, des bijoux, etc., etc. Donc c'était une aristocratie qui contrôlait les routes du cuivre. Et elle s'est effondrée en même temps que l'effondrement de l'âge du bronze, et également avec l'âge du fer, parce qu'en fait c'est le fer qui a créé des peuples plus libres. Et je vais en parler après, mais ça c'est très important, parce que le fer est un minerai qui se trouve en Europe de manière assez simple, et qui permet de créer des armes. Et ça a donné lieu aux paysans libres et armés, c'est-à-dire les nordismes, les nordiques, ce que moi je définis par le terme nordisme, le nordisme. Donc voilà, c'est pas aussi simple, c'est monsieur Paco. Maintenant, je rentre dans la partie historique. Alors, on va quand même parler de choses sérieuses. On va parler de preuves historiques, archéologiques, que les Hurons et les Iroquois, qui étaient les deux ennemis, les deux peuples ennemis, étaient en guerre bien avant l'arrivée des Blancs. C'est pas les Blancs qui ont perturbé cette société idéale, comme voudraient le penser un peu tous ces cousinistes dont fait a priori partie Pacôme. Non, non, non. On a trouvé des fortifications, d'accord, d'un point de vue archéologique, des villages entourés de palissades, des protections, d'accord. On a trouvé des emplacements stratégiques, des villages haut perchés sur des petites collines, etc. On retrouve des artefacts de guerre, c'est-à-dire des pointes de flèches, de lances, des villages brûlés, des armes de guerre, etc. Donc il y a des preuves de conflits évidents avant l'arrivée des Blancs en Amérique du Nord, entre les Hurons et les Iroquois. Et je rappelle, les Hurons vont être les alliés des Français, les Iroquois les alliés des Anglais. C'est pour ça que dans les films hollywoodiens américains, anglais, anglo-saxons, les Hurons sont les méchants avec les Français. Et les gentils, ce sont les Iroquois. Mais bon, ça c'est juste un point de vue de l'histoire, hein, comme Pacôme nous montre son point de vue de l'histoire. Donc des preuves de conflits et de destruction, oui, il y en a pléthore, des sites abandonnés, des migrations, etc., etc. Il y a eu des études de réseaux sociaux et d'échanges, hein, des peuples ont bougé, etc. Et ça n'arrive que lorsqu'il y a des conflits, des guerres. Il y avait de la torture, on le sait, il y avait même du cannibalisme. En fait, oui, alors ok, les Hurons n'avaient pas à proprement parler d'argent ou des choses comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'ils étaient plus gentils que les autres. Hein, on est tous plus ou moins les mêmes. C'est la complexification des sociétés qui change ce type de communisme primitif vers une société plus complexe qui va devenir capitalisme et après dans l'ultra-capitalisme d'aujourd'hui, bien évidemment. Je rentre dans la partie philosophie. Alors, on va parler de Jean-Jacques Rousseau, puisque d'après Pacôme, d'après Cousin, etc., en fait, ce sont les Hurons, ce bon sauvage à radio, qui auraient influencé Rousseau par ce communisme premier. Bon, non, 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 soyons sérieux. Là, une fois de plus, je vous invite à lire le livre de Ce que penser veut dire d'Alain de Benoît. Jean-Jacques Rousseau était en opposition aux Lumières. C'était pas du tout un être, un homme des Lumières. Il était en opposition contre Diderot, Condorcet, Voltaire. Il s'aimait pas. Si vous voulez, Rousseau a critiqué l'idéologie du progrès et a soutenu que les sciences, les lettres, les arts ont corrompu les mœurs. Alors,
Ça peut rejoindre un petit peu l'idée des cousinistes, comme quoi le bon sauvage, etc., et que c'est le modernisme qui a transformé ces sociétés. Oui, bon, pourquoi pas. Il admirait la République romaine. Rousseau était en admiration devant la République romaine, qui était une république démocratique. Je ne parle pas de ce que Rome va devenir après un État tyrannique, hein. Donc il préférait l'économie de subsistance, oui, à l'économie de production. C'était un anticapitalisme avant l'heure, ça c'est vrai. Il a également lutté contre les inégalités, le luxe, etc. C'est tout à fait exact. Maintenant, je vais vous citer un petit passage de Rousseau. Tout patriote est dur aux étrangers. Ils ne sont ils ne sont rien à ses yeux. Cet inconvénient est inévitable, mais il est faible. L'essentiel est d'être bon aux gens avec qui l'on vit. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin, dans leurs livres, des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Voilà ce que dit Rousseau, d'accord? C'est pas du tout la pensée, on va dire, internationaliste qui pourrait émerger dans certains courants. Je dis pas que c'est pas les idées forcément de Pacôme, qui est un cousiniste a priori, parce qu'en fait Francis Cousin n'est pas du tout dans ce paradigme-là. Mais c'est quand même un gauchisme, ça, hein, le fait d'aller aider quelqu'un très loin et de pas se préoccuper des gens tout près. Voilà. Alors Pascal Thielman, dans d'autres épisodes, aborde souvent le sujet des cathares, hein, dans l'Empire n'a jamais cessé, hein, dans ces épisodes, que je vous invite une fois de plus à aller voir, hein, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors les cathares, c'est pareil, les cathares, ça serait cette société idéale des bons hommes. Vous savez, les bons hommes, c'est les moines un peu des cathares qui pensent, alors pour faire court, hein, qu'en réalité que Dieu, le Dieu créateur, est un démiurge, un démon. C'est pour ça qu'il n'y a que souffrance sur Terre, donc ça c'est tout à fait bouddhiste, hein, dans l'âme, dans la pensée, et qu'en fait le vrai Dieu est inatteignable, il est loin, on peut pas communier avec lui directement, mais comme c'est lui, on a une partie de lui en nous, on a une partie divine quand même en nous, on peut se réintégrer avec le vrai Dieu, bon, etc. Donc il y a un certain aspect bouddhiste dans cette histoire. Mais bon, alors oui, peut-être que les cathares étaient une société plus égalitaire, peut-être que les femmes avaient plus de liberté, etc. C'est possible, c'était peut-être une société moins paternaliste que les catholiques, mais je pense qu'ils avaient leurs propres défauts, leurs propres travers, et qu'aucune société idéale n'existe, aussi primitive soit-elle, et encore, je remonte derrière moi la photo de la jeune femme crung qui ramasse des bouteilles plastiques pour aller les vendre, pour pouvoir s'acheter quelques biens de médicaments, etc. La vie des sauvages, des bons sauvages, est dure. C'est pas une vie idéale, pas du tout. Donc, alors maintenant, si vous voulez, les cathares sont pas non plus cette société idéale qu'on veut bien la traiter. Je veux bien qu'on parle de choses, qu'il y a effectivement des philosophies intéressantes. Les trois poisons fondamentaux du bouddhisme sont intéressants. Je veux dire, allez voir ma vidéo sur le bouddhisme. Voilà. Mais c'est pas pour ça que les bouddhistes sont meilleurs que les autres. Les bouddhistes birmans massacrent les musulmans. Et les moines bénissent, font des bénédictions pour ces massacres, d'accord? Donc en fait, vous voulez, les bouddhismes sont aussi cons que les autres, les cathares étaient aussi cons que les autres, il y a des gens bons et mauvais partout. Alors après, on peut effectivement, il y a peut-être des courants un peu moins intolérants que d'autres, suivant des époques, etc. Lisez Espace et Paix, mon livre à ce sujet, comment sortir de la violence, parce que je traite de ça de haut en bas, voilà, c'est des sujets que je traite énormément dans ce livre. Je vous invite à aller le lire. Alors maintenant, il faut quand même rappeler que dans beaucoup ce que dit Pacôme, dans ses idées de société cathare, de société non chrétienne, etc., etc., eh bien, il y a une sorte de mythologie nazie qui touche aussi à ces aspects. Il faut en parler, parce que l'Ahnenerbe, qui était le centre de recherche des ancêtres nazis, avec Otto Rahn, par exemple, était un grand spécialiste des cathares. Il cherchait le Graal, il cherchait des preuves sur le Graal, etc. Les nazis étaient obsédés par les cathares, par la culture cathare, mais pas que, aussi par le bouddhisme, aussi par le tantrisme. En fait, ils étaient obsédés par tout ce qui n'était pas chrétien. Parce qu'en réalité, les fondateurs de la mystique nazie, dont par exemple, pas Hitler, hein. Hitler c'était un pragmatique, il s'en foutait un petit peu
Rosenberg, etc., tous les penseurs un petit peu de cette mythologie étaient totalement anti-chrétiens. Pour eux, le christianisme est une religion adamique, donc juive, que ce soit du christianisme ou du même chez les musulmans. C'est une religion faite par sémites, si vous voulez. Et donc, ils se sont intéressés au même sujet que Pacôme. Et d'ailleurs, Pacôme s'en décharge un petit peu, hein, en expliquant que il fait la différence, patati patata. Bien sûr, on ne peut pas tout comparer et tout mettre dans le même panier, mais enfin, voilà. Ensuite, si vous voulez, il se réfère aussi beaucoup à un écrivain de science-fiction qui s'appelle Philippe K. Dick, qui est très intéressant. C'est lui qui a écrit Le Haut Château, qui est une série qui est passée, je crois, sur Prime, Amazon Prime. Et cette série, elle est intéressante, je vous invite à la regarder ou lire le livre, hein. C'est qu'en fait, les nazis et les japonais ont gagné la guerre. Et les États-Unis sont partagés, si vous voulez, un petit peu au centre. Donc la partie ouest, c'est la partie japonaise, et la partie est, c'est japonaise, pardon. Et la partie, enfin, ça dépend où on se passe d'ailleurs. Si on est aux États-Unis, c'est la partie est qui est ouest qui est japonaise, et la partie est qui est européenne, donc allemande. C'est intéressant. Et lui, c'est un gnostique. Philippe Cadic, c'est un pur gnostique, comme notre ami Pacôme. C'est-à-dire, en fait, lui, il croit réellement qu'il y a le démiurge, que le bon Dieu est inatteignable, que Jésus était un gnostique, et qu'on a transformé son message, etc., etc., et que Jésus était un communiste. Oui, il y a des choses exactes, intéressantes là-dessus. Allez voir, d'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo sur les francs-maçons, Marx et les pirates, parce qu'il ne parle pas des pirates, pas comme il pourrait, parce que les pirates, c'est la première société socialiste communiste avant l'heure. Chez les pirates, en fait, c'était un rejet, c'était des hommes qui se sont réunis rejetant les sociétés un petit peu capitalistes qui émergeaient à cette époque-là. Et chez les pirates, il y avait une réelle fraternité, il y avait des caisses sociales, un œil perdu c'était tant de pièces d'or, une jambe arrachée tant de pièces d'or, etc., etc. Donc il y avait du social chez les pirates. Alors maintenant, les critiques un petit peu de George Sui. Si vous voulez, la majorité des historiens et des chercheurs n'adhèrent pas du tout à sa théorie, hein, d'accord. Si vous voulez, pour les Hurons, les Iroquois ou toutes les tribus amérindiennes qui existaient à cette époque-là, pratiquaient la guerre, pratiquaient de la torture, pratiquaient du cannibalisme. Alors oui, chez les Hurons, c'était une société plutôt matrilinéaire. Oui, il y avait des maisons communes, il n'y avait pas forcément de propriété à proprement parler individuelle. Enfin, il y en avait pour des objets usuels, choses comme ça, mais les maisons étaient partagées, il n'y avait pas de titre de propriété de terrain parce que c'était des nomades. Oui, effectivement, mais c'est une fois de plus, je le redis, c'est des sociétés qui sont possibles à petite échelle. Si ils étaient dès qu'on va commencer à avoir des sociétés de plusieurs millions d'individus, ce n'est plus possible parce qu'il faut gérer, donc il faut des lois, et là se créent les classes sociales, se crée la lutte En fait, oui, il y a une lutte perpétuelle. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes concentrés, plus nous sommes dépendants des moyens de production aux mains de peu, plus il y aura de lutte d'espace et de classe. D'accord? C'est la lutte des espaces et des classes. Oui, bien évidemment. Mais même une petite société capitaliste, enfin, même vous, avec vos amis, si vous créez une petite communauté, où vous faites du troc, de l'échange, vous pouvez le faire à petite échelle, dans un groupe de 50 personnes, 100 personnes, allez, 200 personnes. Mais au-delà, ça devient compliqué. Il faut mettre des ordres, il faut mettre des règles, il faut une hiérarchie, il faut un commandant, etc., etc. Donc, si vous voulez, pour résumer un petit peu ce que essaye de nous faire croire, c'est un peu naïf, c'est un idéal, Pacôme Tillman avec George Sui, c'est qu'en fait, oui, en résumé, les dialogues du livre de La Honton, du baron de La Honton, sont largement considérés comme une œuvre de fiction. Il reflète quand même une réalité certaine. Il a vécu avec les Hurons, donc il a bien vu de ses propres yeux des choses. Mais c'est avant tout une critique de la société européenne, un éloge de la vie naturelle, oui, une critique de la religion ou des choses comme ça, et l'amour de la liberté individuelle, ce qui créera les États-Unis, d'accord? Donc voilà un petit peu pour la partie philosophique. Maintenant, je rentre dans la partie politique. Là, je vais vous citer un passage de l'écrivain dont se réfère beaucoup Pacôme, donc Philippe Cadic.
Je cite: «Vous n'imaginez pas son animosité envers la tyrannie, que ce soit i» enfin, c'est pas un passage de lui, c'est une autre écrivaine qui parle de Philippe, «Vous n'imaginez pas son animosité», donc l'animosité de Philippe, envers la tyrannie, que ce soit ici ou en URSS. Il y voyait les 2 cornes jumelles d'une entité maléfique, un seul et unique vaste état-monde dont la nature élémentaire lui apparaissait clairement comme révélant de l'esclave une perpétuation de l'Empire romain lui-même. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, quand Pacôme dit «l'Empire n'a jamais, cessé d'exister», il se réfère au travail de, Philippe, Cadix, notamment dans l'exégèse, qui sont comment dire? Un carnet de bord qu'il a écrit durant tout au long de sa vie. Alors oui, effectivement, l'Empire n'a jamais cessé d'exister. Oui, nous sommes toujours dans la lutte des espaces et dans la lutte des classes, c'est évident. Et plus le monde s'est complexifié, plus des lobbies maintiennent et contrôlent le pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, vous ne voulez pas le partager, c'est relativement humain comme réaction. Peu sont les saints, hein, et là, en fait, maintenant, comme Pacôme parle souvent, si vous voulez, du bon sauvage et du Gaulois d'Amérique, que l'Empire, c'est Rome, et que les Gaulois, ce sont les bons sauvages. Je vous ai prouvé le contraire tout à l'heure avec les premières grandes batailles en Europe, etc. Les Gaulois étaient aussi violents, il y avait aussi des élites héréditaires, etc. Mais c'est vrai que la révolution du fer, à la chute si vous voulez, de l'époque du cuivre, enfin du bronze, l'âge de bronze, la révolution du fer va changer quelque chose, parce qu'elle va permettre à n'importe quel paysan de s'armer facilement, parce que du fer, notamment en Europe du Nord, il y en a beaucoup, il suffit de gratter un peu par terre, vous trouvez du fer, et à partir du moment où vous savez forger, vous savez créer une loupe, vous savez faire un bas-fourneau, vous savez créer du fer, donc de l'acier, et vous savez créer des armes, mais aussi des outils. Et ça a donné une grande liberté au peuple du Nord. C'est ce que moi je définis le nordisme, et notamment chez les Germains. Alors, il y a une critique que amène Pacôme qui est assez réelle, qui est de dire qu'en fait, que les Francs étaient une élite germaine qui a spolié un peu le pouvoir chez les Gallo-Romains. Oui, c'est exact. Et c'est exact aussi qu'il y a eu si vous voulez, le syndrome du vase de Soissons. C'est-à-dire en fait que quand Clovis a compris, à cause des Gallo-Romains, d'accord, à cause de l'Empire romain, qui pouvait garder le pouvoir, qui pouvait coopter le pouvoir, qui pouvait le rendre héréditaire, ce qui n'était pas du tout le cas chez les Francs ou les nordistes. En réalité, Clovis avait été élu pour le temps de la guerre. On a, chez les peuples du Nord, comme l'explique bien Montesquieu, il y a l'assemblée du Thyn. C'est-à-dire, en fait, il y a des chefs, il y a des familles plus riches, moins riches, etc. Mais chaque homme est libre et armé, chaque paysan libre et armé. Et les hommes se réunissent au Thyn pour décider des lois, etc. Il y a même un exemple assez frappant, c'est que le roi, entre guillemets, de Suède, à l'époque, on parle du 8e siècle, je pense, le roi de Suède a été démis lors d'un Thyn. En fait, il était roi, mais roi de quoi? De pas grand-chose, puisque si le Thyn décide que sa décision n'a aucune valeur, elle n'a aucune valeur. Donc, en fait, Montesquieu explique bien cela. Comme décrit par Montesquieu, les Nordiques sont des paysans libres. Et il y a ces assemblées d'hommes libres, et si vous voulez, ce que dit Pacôme en disant qu'en fait, les bons Gaulois, les mauvais nordistes et les mauvais romains, ils se trompent un petit peu, parce que je pense qu'il n'a pas une connaissance approfondie du thème, si vous voulez. C'est qu'en fait, les Gallo-romains, même les Gaulois étaient déjà des peuples au contact du Sud, et étaient des peuples qui commerçaient avec les empires du Sud, même pendant l'âge de bronze. Et ça a créé des systèmes politiques chez les Gaulois qui étaient des systèmes oligarchiques. Les Nordiques du Nord, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Germains, après l'effondrement de l'âge du bronze, dans l'âge du fer, sont devenus des paysans libres et armés. Ils n'avaient pas du tout les mêmes conceptions. D'abord, ils n'ont jamais été envahis totalement par les Romains. Ils n'avaient pas ces conceptions. Le chef de guerre était élu, le roi pouvait être démis, pas démis de ses fonctions, mais on pouvait le contrecarrer ses décisions lors d'un Thyn. C'était l'assemblée des hommes libres. Et les Francs se sont transformés au contact des Gallo-Romains. Clovis s'est transformé, c'est pour ça qu'il y a eu le syndrome du vase de Soissons. Normalement, tout était partagé équitablement. Et quand il a voulu donner la part à l'Église, parce qu'il voulait se convertir au système de l'Empire gallo-romain,
il a changé, et c'est le vase de Soissons, et cette histoire est réelle, elle est restée. Et donc les Francs sont devenus une sorte d'élite qui va diriger les Gaulois, et les Gaulois vont rester dans l'imaginaire comme les Gilets jaunes. Les Gaulois, c'est les Gilets jaunes, d'accord? Et Macron, c'est les Francs, c'est l'élite qui dirige. Et ça va être relancé à la Révolution française, d'accord? Les aristocrates, le roi, ce sont des Francs. Euh, et en plus des étrangers, hein, Marie-Antoinette, elle est autrichienne, je le rappelle au passage. Robespierre, c'est le Gaulois. C'est le Gaulois qui lutte contre l'Empire. Et là, du coup, c'est l'Empire qui est maintenant caractérisé par ces Francs, cette élite. Mais bon, ça, c'est un retravail de l'histoire, parce qu'en réalité, les Vikings, c'est bien expliqué par Montesquieu, quand les Vikings reviennent les invasions dites des Vikings, des barbares, c'est après Charlemagne. Et Charlemagne, c'est encore l'Empire gallo-romain. Donc là, je rejoins ce que dit Pacône. Et les Vikings, en fait, c'est un sursaut de liberté qui a été réinjecté dans la société, dans les sociétés européennes. En fait, toutes les villes d'Angleterre, d'Irlande et d'Europe du Nord, de la Bretagne, Normandie, etc., toutes ces villes étaient des villes créées par les Vikings, des villes libres, où les hommes libres vivaient, paysans libres et armés. D'accord? C'est après qu'on a retiré les armes des paysans. C'est plus tard. Donc ça, c'est très bien expliqué par Montesquieu. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur la mythologie nordique, j'en parle beaucoup. Mais voilà, ces idées, cette idée en fait que la liberté est issue de l'âge du fer, parce que c'est facile de s'armer, ça permet à n'importe quel paysan, groupement de paysans de s'armer, etc. Oui, c'est ce que j'appelle le nordisme. Allez lire, si vous voulez, Montesquieu sur le sujet, c'est très bien expliqué. Et ce syndrome a été, si vous voulez, un petit peu avalé par le système de l'Empire gallo-romain. Clovis s'est transformé, lui était issu de ce milieu d'hommes libres et armés. Clovis avait été élu pour le temps de la guerre. Il comprend au contact des Gallo-Romains, donc de l'Empire, ça Pacôme a raison, qu'il peut coopter, garder le pouvoir et créer une société héréditaire, de royauté héréditaire, ce qui va donner les rois de France par la suite, qui sont, entre guillemets, cette élite germaine. Mais c'est pas... Et Charlemagne, on est l'archétype. Charlemagne a tué plus de 4000... a décapité plus de 4000 guerriers en Lituanie qui ne voulaient pas se convertir. Pas 4000, pardon, des dizaines de milliers, pardon. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se convertir au christianisme, ils voulaient rester dans leur tradition. Et les Vikings, ce qu'on appelle improprement viking, parce que viking ça veut dire pirate, c'est qu'en fait il y avait des pirates, mais les pirates ils allaient aussi bien attaquer les Suédois, les Danois que les Anglais, que les Français. C'est les nordistes, il faut appeler ça les nordismes, et le mouvement du nordisme, c'était des mouvements migratoires qui ont amené dans leur bagage cette notion de liberté du tin, et ça Montesquieu l'explique bien, et ça a redonné dans toute l'Europe, et notamment en Angleterre, en Irlande et dans toute l'Europe du Nord, parce que c'est eux qui ont créé toutes les villes. Et ça a donné cet esprit et l'amour de la liberté et des lois. Et d'ailleurs, si on étudie les lois germaniques, etc., l'homme est bien plus libre. Il y a, dans le nordisme, il n'y a pas de prison. Il y a un bannissement ou un règlement pécunier, ou etc. Il y a des compensations, mais c'est des choses qui ont marqué l'Europe. Et c'est ce qui a créé l'Europe moderne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une telle différence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et c'est pour ça qu'il y aura le protestant et les catholiques. Les catholiques, c'est là, Pacôme a raison. Le système catholique, c'est le système héritier direct de Rome. N'oubliez jamais ça. D'accord? Tout est hiérarchisé, c'est totalitaire, il y a un ordre, etc. C'est pas le cas chez les nordistes. Chez les nordistes, il y a un contact directement avec Dieu. Chez les païens nordistes, il y avait aussi Jésus. C'est le Balder. Balder, c'est la figure du Jésus. Tous les mythes sont les mêmes, sauf qu'il y a plus de liberté. Il n'y a pas cet empire. L'empire n'a pas eu prise dans l'Europe du Nord. Et ça, Pacône, il n'en parle pas, parce que peut-être qu'il ne maîtrise pas le sujet, je ne sais pas, Pacône, mais tu es le bienvenu sur ma chaîne pour en discuter. Hein. Mais voilà, et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est parce qu'en fait, cette notion d'homme libre et armé, je répète, paysan libre et armé, hein, la révolution du fer,
C'est quelque chose qui a marqué l'Europe, notamment l'Europe du Nord, et c'est ce qui a créé cette société européenne qui est assez atypique par rapport aux autres sociétés du monde. C'est une société d'hommes individuels. Ça, c'est après, ça a créé l'Amérique, hein, bien évidemment. Et c'est pas au contact des Hurons. Alors, c'est peut-être que ça a aussi influencé. Hein, je dis pas le contraire. Mais si vous voulez, les premiers colons américains du Mayflower, c'était des protestants qui se sentaient étouffés, contrôlés en Angleterre, qui est quand même un pays déjà assez libre, et qui sont voulu recréer une société où l'amendement numéro 1 est extrêmement important, l'amendement numéro 2, etc. En fait, c'est la liberté d'être armé, d'accord? Donc ça, c'est les paysans du Nord libres et armés. Et après, c'est la liberté de culte. Ça, c'est typiquement européen du Nord. Donc voilà, donc pas comme il faut peut-être un peu réajuster ton discours parce que tu parles pas de ça suffisamment à mon goût, parce que c'est extrêmement important. Relis Montesquieu et tu verras que c'est tout à fait le cas. Alors maintenant, je rentre dans la conclusion. Alors, pour faire très simple, euh, oui, il y a bien évidemment des empires, pas un seul empire, il y a des empires, à partir du moment où les sociétés se complexifient, quand Rome est passée d'une petite république qui était vraiment une démocratie, à commencer à s'étendre, à gagner des guerres et à coopter des territoires, etc., elle est devenue tyrannique. On ne peut pas gérer des milliards de personnes, prends le cas de la Chine, pas comme, qui est pourtant un pays communiste, on ne peut pas gérer des milliards de personnes sans autorité, ou alors ça devient l'Inde. L'Inde, c'est extrêmement chaotique, ça peut exploser à tout moment, l'Inde, hein. C'est une cocotte minute sous pression, l'Inde. C'est extrêmement dangereux. La Chine, moi j'invite d'y aller, allez-y pour voir. Hein, j'ai visité Pékin il n'y a pas très longtemps. Croyez-moi, tout est ordonné, c'est propre. On sent, oui, alors il y a une présence policière. Oui, il y a des caméras de vidéosurveillance. Oui, mais il n'y a pas d'agressivité. Les gens sont sympas, c'est propre, ils sont gentils, ils vous aident, ils sont souriants. Il n'y a pas du tout le même stress qu'on peut trouver dans d'autres grandes villes. Mais il faut du contrôle. Quand il y a des millions d'individus qui sont entassés, qui vivent ensemble, il faut du contrôle et une hiérarchie, c'est obligatoire. Alors, pareil, pour autant, il ne faut pas qu'une petite minorité de gens cooptent le pouvoir et fassent n'importe quoi. Ça, c'est ce qui se passe un peu trop en Occident, d'accord? En Chine, je rappelle que les milliardaires finissent en prison. Pas tous, mais beaucoup. Donc voilà. Alors, maintenant, dans la conclusion, si vous voulez, non, il n'existe pas une bonne société du bon sauvage. Les Hurons étaient violents, même s'ils avaient peut-être un système politique qui était plus sympa, plus partagé, moins rivé sur la propriété privée, etc. Oui, mais c'était parce que c'était des petites cultures, il y avait des petites civilisations, ils n'étaient pas nombreux déjà, mais c'est pas pour ça qu'ils n'étaient pas violents. Bien sûr qu'ils étaient en guerre avant l'arrivée des Blancs, bien sûr qu'ils pratiquaient la torture, aussi l'adoption, hein. Quand il y avait des prisonniers, etc., ben souvent ils pouvaient être adoptés, mais on en gardait quelques-uns pour la torture, d'accord, pour l'entertainment, comme on dit, pour le spectacle. Et puis on les mangeait. Là, vous voyez, la jeune femme Kroing ici au Cambodge, il n'y a pas encore très longtemps au Cambodge, les guerriers, les soldats, pendant les guerres, jusqu'à la fin des guerres du Khmer Rouge, etc., mangeaient le foie de leurs ennemis. C'était très courant, très très courant. Pourtant, c'est des bouddhistes, hein, mais voilà, d'accord. Donc, alors, je vais faire dans la conclusion un petit récap un peu intéressant, si vous voulez, c'est que les premières notions d'art qu'on découvre dans le monde, c'est 57 000 ans, c'est Néandertal. Oui, pas comme Néandertal, on est tous un peu néandertaliens, nous les Européens, les Chinois un petit peu avec l'homme de Denisova. L'art a toujours existé. On a toujours, même quand les Néandertals en Europe, c'était quelques milliers d'individus épars sur des territoires extrêmement larges. Mais ils étaient quand même touchés par la grâce de l'art. C'était eux, peut-être, des vrais communistes. Ensuite, on a des religions intéressantes. Il y a le manichéisme, le zoroastrisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le jainisme, le judaïsme et le culte de Mitra. Et ça, c'est étonnant que tu n'en parles pas, Pacon, parce qu'en fait, c'est le culte de Mitra qui aurait pu remplacer le christianisme en Europe. C'était à deux doigts avec le christianisme. Et le culte de Mitra, c'était un culte un petit peu à secret, gnostique. Ça t'aurait plu. Je ne sais pas pourquoi tu ne parles pas du culte de Mitra. Ensuite, l'esclavagisme. On va parler 2 secondes de l'esclavagisme, parce qu'à t'entendre parler, on aurait l'impression que l'esclavagisme, ça serait quelque chose de purement européen, que les autres nations du monde ne seraient pas esclavagistes. Alors, petit bémol, là, vous voyez, c'est la carte des esclavagismes. Donc là, je me réfère à un livre extrêmement intéressant de Alain
Testar, qui a écrit un livre qu'il faut absolument lire sur l'esclavagisme. Alors vous voyez la répartition de l'esclavagisme. Alors c'est vrai qu'en Amérique du Nord, chez les Hurons, hop, vous voyez, et en Amérique du Sud un peu aussi, il y a eu pas trop d'esclavagisme. Il y a une bande un peu centrale vers la Floride, voilà, où il y a eu de l'esclavagisme, les Incas, les Mayas, etc. Tout le reste du monde, il y a eu de l'esclavagisme. Alors, pas les aborigènes aussi, d'accord? Pas en Afrique du Sud, les peuples originaires, hein, pas les Zoulous, les Noirs qui sont venus. Je parle des peuples premiers d'Afrique du Sud, bon, j'ai plus le nom en tête, hein, vous voyez, les dieux sont tombés sur la tête. Donc, sinon, l'esclavagisme a toujours existé. Voilà, c'est quelque chose d'assez courant, hélas. C'est pas lié aux Blancs, c'est pas nous qui avons créé l'esclavagisme. Et après, si vous voulez, on va parler d'une autre religion qui est sans doute, je pense qu'il te plairait pas, comme c'est le shintoïsme. Le shintoïsme, c'est une religion qui dit que tout, il y a des esprits dans tout, même dans les objets. Hein, c'est la religion qui est pratiquée, entre autres, au Japon, par exemple. C'est pas le bouddhisme, hein, ne pas confondre, même si elles sont un peu, si elles se croisent et si elles se mélangent. Mais le shintoïsme japonais, qui est une religion extrêmement paisible, il y a des esprits partout, il faut faire attention, c'est la nature est sacrée, etc. Mais ça n'a pas empêché, le shintoïsme n'a pas empêché les massacres de Nankin, à ma connaissance. D'accord? C'était bien des shintoïstes japonais qui ont massacré, violé des femmes par dizaines de milliers à Nankin. Ça s'appelle la complexification des sociétés. Et d'autant plus, dans les guerres, il y a eu un effet de vide de commandement et les soldats ont été livrés à eux-mêmes. Voilà, c'est humain, nous sommes faibles. C'est pas comme les Cathares, nous ne sommes pas mauvais, il n'y a pas les bons et les mauvais, les bons hommes, etc. Non, c'est plus simple, nous sommes des animaux faibles. Quand on oublie l'animal qui est en nous, le gorille qui est en nous, on a vite fait d'oublier la nature humaine, nous sommes faibles. Ensuite, quelque chose dont tu parles pas, qui est aussi, bon, tu as un petit peu abordé, c'est la différence entre le guerrier, donc les Hurons sont des guerriers, effectivement, les Celtes étaient des guerriers, les Germains sont des guerriers, et ça, tu en as pas parlé, donc je me permets de rajouter. La différence entre les guerriers et entre le soldat, l'Empire sont des soldats, les Romains étaient des soldats. Le guerrier se bat pour sa famille proche, son entourage, voire son clan, dans un espace limité. Il ne se bat pas pour de l'argent. Ça, c'est la grande différence, bien évidemment. Donc ça, c'est un sujet en soi extrêmement important. La différence entre les guerriers et le soldat qui, lui, est un mercenaire. Alors, tu parles des mercenaires. C'est qui est un mercenaire qui se bat pour sa solde. Il est payé par celui qui a l'argent. Et pour comprendre qui détient le contrôle du monde, suivons l'argent. Il suffit de suivre l'argent. Ensuite, les Vikings, c'est la dernière société d'hommes libres au monde, enfin en Europe tout du moins, avec, si vous voulez, relisez Montesquieu, cet apport qui a été incroyable jusqu'à l'an 1000. Je rappelle que la Suède a été convertie au christianisme à l'an 1000. Les derniers païens, c'est 14e siècle. C'est les chevaliers teutoniques qui vont convertir ou massacrer encore la suite de Charlemagne, qui vont massacrer les derniers païens de Lituanie, 14e siècle. Alors après, le bon sauvage, on parle du bon sauvage, mais c'est marrant parce que tu parles pas, parles pas, si tu veux, de quelque chose d'assez intéressant, qui sont des sauvages, qui sont les sentinelles. C'est une île perdue au milieu de l'océan Indien, à des milliers de kilomètres de n'importe quelle côte, où un jeune, je crois que c'était un Américain, un évangéliste, qui a voulu convertir, normalement c'est interdit d'aller sur cette île, hein, mais il a payé des marins, etc., pour y aller, et il s'est fait tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé sur l'île et il s'est fait massacrer, il s'est fait tuer. Alors, est-ce bien? Peut-être, mais c'est reste de la violence. C'est extrêmement violent ce qui s'est fini. Donc voilà l'île en question, vous voyez, elle est au milieu de nulle part. Donc ça, c'est le brave, je crois qu'il s'appelle Josh, jeune évangéliste, John Allen Shaw, américain, et qui a été donc dans cette île, là, vous voyez, tout à fait ici, le point rouge, là, au milieu de nulle part, qui est une île indienne, hein, qui appartient à l'Inde, et les gentils ici, Séminoles, l'ont massacré.
Voilà, c'est ça les bons sauvages. Donc vous voyez, tout est relatif, hein, il faut quand même toujours prendre un petit peu, des pincettes, quand on veut affirmer des choses, hein. Il n'y a pas d'un côté le bon sauvage et d'un côté le méchant occidental, enfin voilà. C'est un résumé un petit peu simple. Bon, les pirates, j'en ai un peu parlé, mais ça ressemble beaucoup à ce que toi, tu as énoncé avec les Bagaudes. Les Bagaudes, c'est ces bandes armées qui sévissaient après les guerres, etc. Ben, les pirates, c'était encore mieux, parce que c'était des Bagaudes organisés. Ils avaient des caisses de retraite, la sécurité sociale, etc. Et c'est pas par hasard que Jean Lafitte aurait publié pour la Ligue des Justes, le manifeste du Parti communiste. La Ligue des Justes, qui sont les ancêtres des communistes, hein, comme tu le connais, tu sais, tout ça. Jean Lafitte, le pirate, le dernier grand pirate des Caraïbes, qui a participé à la seconde guerre d'indépendance américaine, qui a aidé les Américains, qui est devenu un notable à la Nouvelle-Orléans, etc. Lors de ses voyages en Europe, il aurait rencontré peut-être Marx, tout du moins aurait-il financé l'édition du Parti communiste, enfin du manifeste du Parti communiste. Je rappelle que Marx a écrit moyennement finance, il a été payé par la Ligue des Justes pour l'écrire ce livre, hein. Et Lafitte l'aurait publié. Et enfin, je vais terminer encore une fois plus avec les Krung ici, au Ratanakari, chez mon ami Pierre-Yves Clé. Les tribus existent encore, bon, ils sont maintenant aujourd'hui totalement modernisés, etc. Mais ils vivent quand même un peu dans le recul. Mais ces tribus-là, je veux dire, il n'y a pas encore très longtemps, ils mouraient de maladies dont on ne meurt plus. Aujourd'hui, même dans les grandes villes du Cambodge, le simple petit médicament désinfectant, la simple attention, mais ça les aide énormément. C'est dur de vivre comme un sauvage, pas comme... C'est extrêmement dur. Je pense que t'as jamais quitté Paris, t'as jamais vécu ne serait-ce qu'une heure à essayer de te nourrir dans la forêt, avec des animaux sauvages. Tu peux te faire crabouillé par un éléphant, tué par un ours, un tigre. Je veux dire, c'est dur la vie du bon sauvage. C'est dur, dur. Les bons sauvages, ils aimeraient tous pouvoir profiter un petit peu de notre modernité. Alors oui, il faut 2 poids 2 mesures. On n'est pas obligé de tout mettre dans le même paquet. Et l'anecdote, comme je vous disais, c'est que Pol Pot s'est inspiré directement de ces tribus, comme il aurait pu s'inspirer des Hurons, ces bons sauvages communistes, qui pour les cousinistes sont l'archétype du bonheur et de la bonté. Pol Pot s'est inspiré de ces tribus, des Krung et d'autres, qui sont des tribus qui vivent dans un modèle communiste. C'est tout à fait exact, mais à petite échelle. Et quand Pol Pot a voulu appliquer ça à l'échelle de son pays, le Cambodge, qu'est-ce qui s'est passé? Un désastre! Un désastre, des millions de morts, sans doute 1 million plus que 2 d'ailleurs, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, des massacres, des morts, des projets totalement inutiles, totalement idiots, créer des barrages qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a plus d'ingénieurs pour faire les calculs, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Ben voilà, ça c'est une inspiration directe d'appliquer la vie du bon sauvage à l'échelle d'une nation, cela ne fonctionne pas. Enfin, je terminerai avec le nordisme, parce que tu n'en parles pas assez. Le paysan libre et armé, c'est le nordiste. C'est le nordiste, la révolution du fer, après l'écroulement de l'âge du bronze, où il y avait des grandes familles celtes qui avaient coopté des pouvoirs énormes, des richesses démentielles pour l'époque, Pacône. Donc il n'y a pas de bon Gaulois, il n'y a pas le bon sauvage gaulois et le méchant romain. Oui, il y a l'Empire romain. Oui, il y a des systèmes politiques tyranniques. Oui, parce qu'il faut s'organiser. Prends l'exemple de la Chine. Moi, la Chine, je trouve ça euh, tout à fait correct, parce que ils sont bien obligés. Oui, il y a la vidéosurveillance. Oui, il y a beaucoup moins peut-être de liberté entre guillemets individuelle. Et encore, je suis même pas sûr, parce qu'en fait, en gros, on fait à peu près ce qu'on veut en Chine, si on respecte les lois. Mais oui, c'est un État fort qui dirige. Voilà, quand on est des centaines de millions d'individus, il faut un État fort, sinon ça explose. Tout simplement. Après, je terminerai sur l'autodomestication, qui est aussi quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, l'autodomestication, c'est ce qui nous a créé. Hein. Il y a 3 individus. Moi, je mettrai en lien une vidéo un peu sur le sujet, sur les éléphants du Cambodge, domestiques entre mythe et réalité. On parle un petit peu de l'autodomestication. L'être humain est un animal autodomestiqué, c'est-à-dire on se contrôle. La politesse est une autodomestication. Par rapport aux babouins, les babouins ne sont pas du tout autodomestiqués. Hein. Vous voyez, des bandes de babouins, c'est extrêmement sauvage. Par contre, les éléphants et les bonobos sont également 2 espèces animales autodomestiquées comme les hommes. Les bonobos et les éléphants, c'est extrêmement intéressant, parce que vous voyez, c'est des sociétés animales qui ont des rites et une culture. Les animaux ont une culture, bien évidemment.
Après, bon, je terminerai avec Espace et Paix. Je vous invite à lire le livre, il est en lien pour l'acheter. Je traite vraiment de ces sujets-là. C'est vraiment pile ce que j'ai traité. Comment sortir de la violence. C'est exactement ce sujet-là. Et enfin, je terminerai en disant Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Il n'y a pas les bons sauvages, les méchants blancs, occidentaux, etc. Alors maintenant, je vais vous faire quelques citations pour conclure. Je vous ai parlé de Montesquieu, maintenant je vais vous le citer. L'esprit des lois, on peut lire. En Europe, nous ne connaissons depuis l'établissement des colonies grecques et phéniciennes que quatre grands changements. Les premiers causés par les conquêtes romaines, donc ça effectivement c'est l'Empire. Le second par les inondations des barbares qui détruisirent ces mêmes Romains. Le troisième par la victoire de Charlemagne. Et le dernier par les invasions des Normands. Donc les Normands, ce sont les nordistes, hein, les Vikings. Si l'on examine bien ceci, on trouvera dans ces changements même une force générale répandue dans toutes les parties de l'Europe. Ça, c'est Montesquieu. Alors, je relis un autre passage sur la considération sur les causes et la grandeur des Romains, du baron de la Brenne. Les violences des Romains avaient fait retirer, enfin, qui cite Montesquieu, avaient fait retirer les violences des Romains avaient fait retirer les peuples du Midi au nord, tandis que les forces qui les contenaient subsista. Ils y restèrent. Quand elle fut affaiblie, ils se répandirent en toutes parts. La même chose arrivera quelques siècles après. Les conquêtes de Charlemagne et ses tyrannies, donc l'Empire, on est d'accord, avaient une seconde fois fait reculer les peuples du Midi au nord. Sitôt que cet empire fut affaibli, ils se portèrent une seconde fois du nord au midi. Donc ça, c'est les Vikings. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors maintenant, je vais citer un dernier texte là de Tacide. Les peuples du Nord libres, Tacide, d'accord, donc c'est bien avant. Les peuples du Nord libres dans leur pays s'emparent des provinces romaines, ne donnèrent point à leur chef une grande autorité. Vous comprenez? C'est le tin. Quelques-uns même de ces peuples, comme les Vandales en Afrique, les Goths en Espagne, déposaient leur roi dès qu'ils n'en étaient pas satisfaits. Démocratie, non? Et chez les autres, l'autorité du prince était bornée de 1000 manières différentes. Un grand nombre de seigneurs la partageaient avec lui. Les guerres n'étaient entreprises que de leur consentement. Les dépouilles étaient partagées entre les chefs et les soldats, le vase de Soissons. Aucun impôt en faveur du prince. Les lois étaient faites par les assemblées de la nation. Voilà le principe fondamental de tous ces États qui se formèrent des débris de l'Empire romain. Vous voyez? Donc c'est bien grâce à ce nordisme et avec la petite piqûre de rappel là, des Vikings, enfin des nordistes, que la démocratie européenne s'est faite. Et c'est pour ça qu'il y a une plus grande démocratie au nord qu'au sud. C'est doublement historique. Hein. Bon, voilà. Je conclus un peu cette vidéo et je vous dirais, non, il n'y a pas le bon sauvage et le méchant occidental. Il y a des individus positifs et négatifs partout. Il y a des sociétés qui, à petite échelle, fonctionnent bien, qui ne fonctionnent pas à grande échelle. Il y a la complexification des sociétés fait que on est obligé lorsque des millions d'individus vivent ensemble, d'établir des lois, des règles, des principes et une certaine autorité. Mais sinon, oui, bien évidemment, c'est pas pour ça qu'une petite oligarchie doit maintenir le pouvoir. Ça, c'est pas du tout nordiste. Hein. Ça, c'est plutôt romain. Et là, je rejoins Pacone. Et effectivement, il faut lutter contre ça parce qu'en fait, la vie n'est que une lutte perpétuelle d'espace et de classe. Et je vous dirais, après, choisissez votre religion. Et moi, je vais me convertir au caodaïsme. Le caodaïsme est une religion qui a été inventée il n'y a pas très longtemps au Vietnam, dans laquelle c'est un syncrétisme du bouddhisme, christianisme, etc., etc., un petit peu de zoroastraïsme, etc., et dans lequel Victor Hugo est un saint, etc. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc, vous voyez, les religions ne doivent pas être figées. Elles doivent évoluer avec les hommes, et c'est aussi ce qu'avait essayé de faire Robespierre, qui était un croyant. Robespierre, il n'était pas du tout athée. Il avait voulu créer une nouvelle religion avec le principe du Dieu créateur, comme les Hurons, comme les gnostiques, comme les chrétiens, comme les hindouistes, même les bouddhistes, dans une certaine manière. Et il a voulu créer une nouvelle religion pour se détacher de Rome. Je rappelle que Philippe le Bel avait fait la même chose. Les papes d'Avignon, c'est pourquoi est-ce qu'on doit prendre nos ordres à Rome? Rome, c'est un autre pays. C'est quand même incroyable. D'accord? Donc, convertissons-nous tous au caodaïsme, cette religion nouvelle, intéressante, et je vais terminer en citant deux dernières citations. La première est de Nietzsche, La volonté de puissance, 1884, écoutez bien.
Grâce à la liberté des communications, des groupes d'hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées. Ça doit plaire à Pacône. Et enfin, je vais conclure, comme je le fais souvent, en citant Anatole France. Robespierre vénérait la mémoire de Rousseau. Il eût tenu monsieur l'abbé Cognard pour un méchant homme. Je n'en ferai pas la remarque si Robespierre était un monstre. Mais c'était au contraire un homme d'une haute intelligence et de mœurs intègres. Par malheur, il était optimiste et croyait à la vertu. Avec les meilleures intentions, les hommes d'État de ce tempérament font tout le mal possible. Si l'on se mêle de conduire les hommes, il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont de mauvais singes. À cette condition seulement, on est un politique humain et bienveillant. La folie de la Révolution fut de vouloir instituer la vertu sur terre. Quand on veut rendre les hommes bons et sages, libres, modérés et généreux, on est amené fatalement à vouloir les tuer tous. Robespierre croyait à la vertu, il fit la terreur. Marat croyait à la justice, il demandait 200 000 têtes. Monsieur l'abbé Cognard est peut-être de tous les esprits du XVIIIe siècle celui dont les principes sont les plus opposés aux principes de la Révolution. Il n'aurait pas signé une ligne de la Déclaration des droits de l'homme à cause de l'excessive et inique séparation qui est établie entre l'homme et le gorille. Voilà mes amis, à bon entendeur, salut.